Le petit. Temps pour messieurs et mesdames les photographes, avant que la conférence de presse ne commence. Merci à vous. Merci de reprendre vos places. Eh bien, bonjour à tous. Welcome, dear journalists and friends, et bienvenue à la conférence de presse du Petit Prince, un film d'animation français signé Mark Osborne que le Festival de Cannes dévoilera ce soir, hors compétition, une avant-première mondiale. Dans quelques instants, ils répondront à vos questions. Permettez-moi donc de vous les présenter. À votre droite et à ma gauche, les deux producteurs français qui ont porté le Petit Prince imaginé par Saint-Exupéry jusqu'aux marches de ce palais. Beaucoup en avaient rêvé, ils l'ont fait. Mesdames et messieurs, Dimitri Rassam et Aton Soumache. À la droite de Dimitri Rassam, celle dont la voix guide la petite fille sur les chemins de l'imaginaire, la chanteuse, compositrice et actrice française Camille. À sa droite, bien sûr, nous le connaissons tous, un des plus grands noms du cinéma et du théâtre français. Il fait d'ailleurs partie des 3 souvenirs de jeunesse d'Arnaud Desplechin présentés à la quinzaine des réalisateurs, et sa voix, reconnaissable entre toutes, est un pur enchantement. André Dusselier, l'aviateur. À ses côtés, la mère. Actrice et scénariste française, chevalier des arts et des lettres, elle est aussi l'humoriste préféré des Français. Un des sujets de prédilection, la maternité, justement, qui lui inspira tout un spectacle. Florence Foresti. Aux côtés de Aton Soumache, next to Aton Soumache, one of America's rising stars. Nous avons des étoiles montantes aux États-Unis. Elle est la voix de la petite fille, Mackenzie Foy. On la connaît dans Interstellar, par exemple. Au milieu, comme il se doit, nous avons un artiste très polyvalent avec une passion pour l'animation. Il y a 15 ans, un de ses films était ici, nominé aux Oscars. Kung Fu Panda était un succès planétaire. C'est le réalisateur américain du Petit Prince, Mark Osborne. La première question, bien sûr, sera pour Dimitri Rassam et Aton Soumache. Vous vous êtes battus plus de 8 ans pour produire à travers On Entertainment ce film aussi magnifique que poétique. Il y a d'ailleurs une forme, je trouve, de poetic justice dans vos choix. Antoine de Saint-Exupéry, exilé aux États-Unis, écrivit son roman. Et vous-même avez réuni talents américains et français. Était-ce à vos yeux indispensable pour adapter un tel roman ? Non, ce qui était indispensable, c'est que ça soit sincère. Donc le rapport de Marc avec le livre, quand on l'a rencontré il y a un peu plus de 5 ans maintenant, nous a tout de suite convaincus sur le fait qu'il y avait un film à faire. Le livre ne devait être un film que si quelqu'un avait envie de le porter pour les bonnes raisons. Et donc c'est le film de Marc. Donc nous, on avait envie de le faire exister, mais on a trouvé la bonne personne que quand on a rencontré Marc. C'est vrai que c'est un livre qui est très dur à adapter, voire quasi inadaptable. Beaucoup de personnes à laquelle on a posé le projet ont difficile à trouver une vision, et Marc, en fin de compte, a trouvé une manière assez géniale à la fois de l'adapter et de rendre hommage au livre. Et c'est vrai qu'il fallait une vision pour le porter. Ça fait 10 ans que Dimitri, Alexis Vonarp, qui est dans la salle, notre autre associé producteur, ça fait 10 ans qu'on porte le projet. Et on a mis 3-4 ans avec Dimitri et Alexis pour trouver la personne qui pourrait porter une vision, rendre hommage aux valeurs de Saint-Exupéry du livre, tout en faisant un grand film de divertissement.
On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. What's truly essential can be seen with the heart, wrote Saint-Exupéry. Mark Osborne, how personal was this book to you? Est-ce que ce livre avait vraiment un sens personnel pour vous? Quand est-ce que vous avez compris cette vision? Il m'a pris du temps. Quand on m'a demandé pour la première fois si je connaissais le livre et si je pourrais en faire un grand film, j'avais répondu « c'est impossible, ça ne peut se faire ». J'ai adoré ce livre. Ma femme m'avait donné le livre bien des années auparavant quand on commençait à se fréquenter à l'université. Elle m'avait donné ce livre. On avait été un peu séparés à l'époque. Et elle me citait exactement ce que vous venez de dire. Elle m'avait donné son exemplaire du livre. D'un coup, tout avait du sens dans ma vie et dans notre relation en tant que couple. C'est un livre puissant. Souvent, les gens partagent ce livre avec d'autres et petit à petit, ce livre fait partie de votre vie. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit non, on ne peut absolument pas faire un film à partir de ce livre. Je ne voulais pas faire du mal au livre. Et je me suis dit, non, on peut rendre hommage au livre autrement. On peut raconter justement cette histoire-là, comment ce livre a un impact dans notre vie. Je me suis dit qu'on pourrait élargir le récit autour du livre, tout en préservant le livre intact. Ça permet de protéger le livre, de le présenter aux jeunes générations et aux gens qui ne le connaissent pas. On avait donc deux objectifs lorsqu'on a fait ce film. On voulait faire le film pour les gens qui aiment le film, le livre, qui adorent ce livre. Et on voulait faire un film pour les gens qui ne le connaissaient pas. Ainsi, ils pourraient s'initier au livre. Pour nous, c'était une opportunité à ne pas refuser. Donc, j'ai dit à Anton et Dimitri, voilà, on pourrait créer un récit plus large autour du livre. Ils m'ont dit, idée géniale, mais quel est ce récit plus large? Je leur ai dit, mais je n'en ai aucune idée. Et à partir de là, il m'a fallu 6 mois pour trouver la trame, justement, de ce film. Et à ce moment-là, on a pu commencer le travail. En termes d'animation, il a fallu plusieurs années. Merci. Republica en ligne, une question pour Mark Osborne. Ce film recourt à différentes techniques d'animation. Comment avez-vous réussi à rassembler l'ensemble de ces techniques et quels défis avez-vous rencontrés d'un point de vue technique? J'adore les films d'animation. Lorsque j'ai commencé à étudier l'animation, j'ai vu qu'il y avait de nombreuses techniques possibles avec des potentiels différents pour chacune d'entre elles. On peut utiliser les techniques d'animation de façon extrêmement variée. J'ai donc toujours essayé d'utiliser des techniques différentes dans un même projet. Ici, nous avons une histoire considérable à conter et j'ai pensé que pour ce faire, on pouvait avoir différentes techniques. On pouvait avoir pour représenter la réalité une technique et puis la technique de stop motion pour d'autres représentations, etc. Donc, stop motion, pour moi, c'est non seulement refléter nos mémoires, nos souvenirs d'enfance, mais donner un petit côté magique à ce qu'on voit à l'écran. Mais j'ai estimé également qu'il serait très intéressant de trouver une voie médiane entre les dessins de Saint-Exupéry, qui sont si beaux et que l'on connaît très bien, et ce que l'on met à l'écran. Essayer de trouver la voie médiane entre la réalité, d'une part, et les dessins de Saint-Exupéry, d'autre part. Ça n'a pas été facile d'utiliser des techniques différentes. Nous avons dû utiliser des équipes techniques différentes pour chaque technique. Et j'ai fait une des choses les plus sottes peut-être, et je pensais à un moment, en procédant de cette façon. Mais le résultat, je crois, est intéressant et spectaculaire. Avec la technique de stop motion, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tout sur papier. Quand vous voyez des séquences qui représentent le livre lui-même et qui sont très poétiques, les tissus, les personnages, tout est fait à la main, en papier. C'est un véritable exploit d'avoir pu procéder de cette façon. Ce qu'on a voulu, c'est être très proche de la page écrite par Saint-Exupéry et de ses dessins, livres que nous avons tous lus à un moment ou à un autre. Donc on voulait véritablement que dans le film, on voit cette qualité presque tactile. Monsieur. Hi, Mike Roddy from...
Reuters. 2 questions rapides. Est-ce que vous pensez que vos aviateurs correspondent vraiment à ce que Saint-Exupéry aurait souhaité? Et avez-vous pu garder le côté français de ce livre? D'autre part, que pensez-vous de l'amitié entre la petite fille et l'homme âgé? Le fait d'avoir voulu garder cet avant-goût, cet aspect français, c'est que j'ai vécu 2 ans à Paris. Au moment de la pré-production, j'ai travaillé avec de nombreux artistes français, beaucoup d'artistes d'autres pays également. Et ce qui était intéressant, c'est de faire en sorte qu'il y ait une texture française, que l'on garde cette texture française dans ce film. Il y a l'âme de nombreux artistes français, y compris des acteurs, dans ce film. Et donc, ce livre, certes, est très français, mais il est également mondial. Ce livre est une œuvre considérable dans le monde entier. Nous avons donc voulu réunir des artistes du monde entier qui voulaient protéger ce livre par ce film. Et l'autre question, quelle était-elle? Ah oui, l'amitié entre la jeune fille et l'homme âgé. Eh bien, en lisant Le Petit Prince, j'ai découvert que l'aviateur ressemble beaucoup à Saint-Exupéry. Mais ce n'est pas lui, c'est une création, une invention. L'aviateur n'avait jamais lu ce livre et c'est vraiment à partir de là que j'ai pu prendre des libertés et présenter un personnage âgé, bien qu'on sache tous que Saint-Exupéry n'a pas vécu longtemps. Et l'aviateur devient l'incarnation même du Petit Prince. C'est un homme très âgé, mais qui a toute la sagesse du Petit Prince. Et c'est là que j'ai eu l'idée de présenter une version opposée au Petit Prince, qui est une petite fille, mais qui est grande quand même. Et ce sont ces 2 personnages, clés qui font avancer l'histoire. Tout tourne autour de cette petite fille qui a une crise existentielle à l'âge de 9 ans et qui ouvre une porte et se retrouve d'un seul coup dans un monde d'adultes. C'est assez apeurant pour elle. Elle avait besoin d'un ami, de quelqu'un qui puisse être là pour elle. Et c'est la raison pour laquelle cet aviateur devient l'ami idéal, qui joue le rôle de père, de grand-père, et qui l'aide dans son enfance, qui ouvre son imagination et qui lui donne cette histoire qui est un véritable cadeau. Sabine Schulz, German Television. Télévision allemande, une question pour Marc Osborne. Vous avez dit que cet ouvrage est considérable. C'est, à part la Bible, le livre qui s'est le plus vendu. Et c'est-il difficile pour vous d'avoir les droits? Là, je vais donner la parole à Ton et à Dimitri qui se sont occupés de ces questions. Pour les droits, ça a été complexe, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ça a pris du temps. C'est qu'il fallait quelqu'un qui ait une vision. On a souvent essayé de faire un film sur ce sujet, mais ici, ce film correspond à la vision de Marc Osborne. C'est plus qu'une simple version diluée du livre. Les gens en Italie, en Espagne, au Japon, etc., partout dans le monde ont lu ce livre. Et donc, nous avons été très attentifs à ne pas faire les choses à la va-vite, tout simplement parce que nous avions les droits. Un livre n'est pas vraiment fait pour être un film. Nous avons fait un film s'inspirant du livre et nous avons voulu faire un film fantastique, merveilleux. Donc, nous sommes vraiment un petit peu craintifs de voir quelle sera la réaction du public. C'est un petit peu une question comme la Madeleine de Proust, dit l'orateur en français. Et on est un peu fragile, on est un petit peu, on essaie de protéger ce film. Et la réaction de Marc Osborne a été: si quelqu'un doit faire ce film, eh bien c'est moi, ce sera moi. Ou personne. Orson Welles a été le premier à détenir les droits sur Le Petit Prince. Et
Marc a demandé également les droits du script réécrit par Orson Welles. Et il rêvait de faire un film réalisé par lui-même, Mark Osborne, mais sur la base d'un script écrit par Orson Welles. Et puis Gérard Philippe aussi s'est intéressé à ce projet à l'époque. Mais s'il fallait faire un film sur Le Petit Prince, il fallait que ce soit plus qu'une petite adaptation de ce livre. Ce qui me préoccupait, ce n'était pas les droits, c'était d'avoir la bénédiction, si je puis dire, des ayants droit, qui doivent protéger à la fois l'auteur et l'ouvrage. Je me suis toujours demandé si j'avais le droit, entre guillemets, de prendre telle ou telle voie. Et donc, il y a 2 ans, au moment de la pré-production, j'ai rendu visite à la famille, je leur ai présenté tout le projet, j'avais le cœur qui battait à 100 à l'heure. C'était un moment extrêmement difficile pour moi et j'ai tout dit. Tout ce que vous voyez dans le film, tous les risques que nous avons pris, eh bien, j'ai présenté tout cela à la famille. Je leur ai tout dit et ils ont applaudi et ils nous ont dit on vous soutient, allez de l'avant. Et là, je me suis mis à pleurer. C'était un moment intense pour moi car il est essentiel pour nous d'avoir la bénédiction, entre guillemets, des ayants droit. Les personnages, les voix de ce film, et je voudrais un petit peu revenir là-dessus, il décrivait ainsi son aviateur comme un homme qui est vieux, mais qui, à l'intérieur de lui, a la sagesse du Petit Prince. Et je voulais savoir si c'est ainsi que vous avez perçu votre personnage et c'est ainsi que vous avez finalement trouvé sa voix, André Dussolier. Mais l'aviateur, qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé, comme dans le film, il a gardé son âme d'enfant et il habite une maison, en effet, qui est tellement plus agréable à vivre que celle qu'habite la jeune enfant de 8 ans, qui a l'air d'être une adulte avant l'âge, la pauvre, et qui retrouve, grâce à ce personnage âgé qui habite à côté d'elle, ce vieil aviateur, le plaisir d'être une enfant et qui va, grâce à son histoire et à l'histoire du Petit Prince qu'il va lui raconter, va retrouver quelque chose, un paradis perdu, quoi, en quelque sorte, de l'enfance. Donc c'était agréable à la fois de garder ce côté enfantin qu'il a en lui, y compris dans sa façon fantaisiste de vivre, et puis de faire entendre par le biais de la voix uniquement l'aspect jeune et puis l'aspect vieillissant, mais tout en gardant la jeunesse qu'il a en lui. Mackenzie Foy, as Mark was mentioning that... Marc a dit que votre personnage, cette petite fille, à l'âge de 9 ans, est un petit peu en pleine crise, mais une crise comme en connaissent les adultes. Est-ce que ça a été facile pour vous de trouver le ton juste, de trouver votre voix dans le film? J'ai fait 8 auditions et en lisant le script, j'ai appris de plus en plus sur ce personnage que je me suis mis à aimer davantage. Je pense que ici, mon personnage réfléchit suit la voix de sa mère, tout est planifié pour elle et elle se met à imaginer son propre monde. Ça m'a beaucoup plu. C'est ce que j'ai essayé de rendre. C'est ce que j'ai vu en elle. Bertrand L'Aiguillon, Énergie. Une question sur la mer pour Florence et puis pour Marc en anglais. Question about the mother. We see her as she does. Nous voyons cette mère qui ne laisse pas sa fille souffler 5 minutes dans une société assez conformiste, standardisée. D'où vous est venue l'inspiration de la mère? Et vous nous parlez un petit peu de cette mère. Je vais d'abord laisser Marc parler du personnage. Ce que nous avons voulu faire avec la mère, c'est de faire de cette mère une sorte de symbole du monde. Ce n'est pas une mère trop autoritaire, elle n'est pas méchante par méchanceté.
il faut voir que cette mère également a le sens des réalités. Je crois que je me sens un petit peu trop proche de cette mère. Je planifie beaucoup les choses chez moi, mais il est difficile de trouver un bon équilibre dans sa famille. Et lorsque j'ai lu le livre à mes enfants, je me suis rappelé ma jeunesse, mon enfance, et je me suis demandé ce que mes enfants souhaitent, ce dont ils ont besoin. Mais en même temps, je veux qu'ils aient de bonnes notes à l'école, qu'ils aillent dans une bonne université, mais ils n'ont que 7 ans. Et c'est difficile d'être parent car on veut protéger ses enfants, s'en occuper au mieux, les protéger du monde, mais à un certain moment, on risque de les étouffer. C'est un petit peu l'expérience que j'ai moi aussi, en tant que père. Et il y a beaucoup de gens à qui j'ai conté l'histoire et qui ont rencontré le même problème. Tous les parents connaissent, vraiment, je suis d'accord, il a très très bien décrit ce paradoxe entre l'inquiétude, l'envie de bien faire, l'envie de préparer un avenir parfait à nos enfants, et à la fois, on a quand même envie de leur laisser vivre leur enfance, évidemment, et l'équilibre est toujours très très précaire entre ces deux mamans et ces deux papas, d'ailleurs, c'est vraiment pas que les mamans, je pense. Bon, les Américains, ça doit être plus frappant chez eux encore, cette espèce de vouloir justement choisir l'université quand ils sont même pas nés. Mais on devient comme ça parce que les parents, on est inquiet. Voilà, c'est tout, c'est une mère inquiète. Et je crois en ça, elle symbolise vraiment à elle seule, enfin, ce personnage symbolise vraiment tout le paradoxe de tous les parents. Et ce qui m'a beaucoup touchée chez ce personnage, c'est que c'est grâce à sa fille qu'elle va, elle, grandir aussi. Puisque sa fille va lui aussi montrer le chemin, elle, en ouvrant sa vie à l'imaginaire, à la vie, à l'enfance, c'est elle qui va prendre sa mère par la main et qui va aussi l'amener à souffler. Et je trouve ça très joli parce que je trouve qu'en tant que parents, on grandit beaucoup grâce à nos enfants. Voilà. Question ici. Pardon, Franck Leclerc de Nice Matin. C'est aussi une question dans le prolongement de la précédente pour Florence Foresti. Ça a été rappelé tout à l'heure, vous êtes l'humoriste préféré des Français. Or, vous prêtez votre voix à un personnage qui est assez sévère, intransigeant, en tout cas qui n'est pas drôle. Est-ce que c'est ce contre-emploi qui vous intéressait? Merci. Non, ça me faisait plutôt peur, le contre-emploi, parce que j'aime pas aller dans des chemins que je ne connais pas. J'ai plutôt d'ailleurs dit à Dimitri, je ne sais pas si c'est une bonne idée que je fasse la mère, parce que j'avais peur d'être trop sévère. La voix de Rachel McAdams pour la version américaine est beaucoup plus suave, plus douce. Et ça rend d'ailleurs sa sévérité peut-être encore plus perverse. Mais en tout cas, moi, je trouve que j'ai une voix un peu rauque et tout. J'avais peur qu'elle soit vraiment trop cruelle, cette maman. Et puis, ils y ont cru et j'y ai cru avec eux. C'était une évidence. Au contraire, ça lui amène peut-être un peu de ludique. Ça dédramatise un peu la chose. Et puis très vite, elle s'améliore quand même. Non, mais là, pour tous ceux qui ont eu la chance de voir les spectacles de Florence, la thématique, elle est quand même pas à des années-lumière, dans le sens où le rapport à la maternité et les enjeux et les stress. Donc, c'est une version extrême de ce que c'est d'être parent. Mais cette mère dans le film n'est pas... répondez, monsieur. Elle est bienveillante. C'est un excès d'amour qui l'amène à devenir un peu folle et à planifier chaque minute, chaque seconde de la vie de sa fille. Il y a quand même, une forme d'humour dans son comportement, parce qu'elle est tellement obsessionnelle, et, justement avec son life plan, avec son planning de vie qu'elle fait pour sa fille, c'est tellement grotesque, heure par heure, de lui dédier des quarts d'heure pour ses amis, enfin son nouvel ami, un quart d'heure pour manger, un quart d'heure pour faire du sport, etc., que finalement ça en devient quand même comique, même si c'est pas le comique que moi je pratique, ça m'apprend d'autres choses. Question ici, madame. I'm Jane Rosenstein from Veteran. James Rosenstein, je suis américaine, mais j'ai étudié le français à l'école. Et j'ai différentes questions à vous poser. Combien d'années vous a-t-il fallu pour la production de ce film? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et le père, il n'y a pas de père dans ce film, est-ce intentionnel? On a oublié le père. On ne fait pas un film comme cela n'importe comment. Il y a une intention dans tout. Tout dans ce film, dans cette histoire, est lié au livre de Saint-Exupéry d'une façon ou d'une autre. Chaque élément de ce film a quelque chose à voir avec le livre, que ce soit une phrase ou un seul mot. Ce que nous avons souhaité, c'est que, au début, le film, ce projet qui remonte à il y a longtemps, déjà 5 ans et demi, donc 4 ans et demi consacrés à la pré-production et à la production, ça a été un processus extrêmement laborieux et long.
Et pendant ces années, les actrices ont grandi et il y a beaucoup de choses que l'on a examinées dans la production. On a essayé de découvrir peu à peu ce qu'il fallait faire pour respecter l'esprit du livre, pour déterminer nos propres ambitions. Et nous avons voulu que les artistes participent à chaque étape du processus. À chaque fois qu'on enregistrait un acteur, le film prenait forme peu à peu. La mère a évolué beaucoup au fil du temps. Et puis il y avait un père à un moment. On a eu le projet d'avoir un père. Et on s'est rendu compte que la présence d'un père n'aurait pas pu apporter grand-chose à l'histoire. Il y aurait même porté préjudice. On a plutôt décidé de cacher le père, un petit peu comme si c'était un fantôme. Et j'espère que les associations que l'on fait peuvent être faites avec un autre personnage qui apparaît dans le film. On s'est demandé à un moment si le père n'allait pas être kidnappé par un extraterrestre, ou s'il avait décidé de partir ailleurs, ou je ne sais pas. On a imaginé différentes choses, mais ce n'est pas vraiment un film sur une petite fille qui souffre de décès de son père. Il était préférable que le père soit bien vivant. Mais enfin, quoi qu'il en soit, on a voulu que tout cela reste caché dans l'histoire. Il y a des thèmes dans le livre comme l'abandon, comme l'important des relations et des relations qui ont été rompues. Et nous avons voulu que ces thèmes-là soient bien présents, nous avons voulu les approfondir. Et cela nous a donné la possibilité d'avoir une petite fille ici qui a quelque chose qui lui manque dans la vie. Et c'est l'aviateur qui prend cette place. The challenges of the production, est-ce que vous voulez bien un peu en parler justement? Yeah, in French, in English, whatever. I mean, you know, l'animation, en tout cas, voilà, c'est un grand challenge. It's a big challenge making animation movies. So whatever, any animation movie is a big challenge. Et lorsqu'on se lance dans un projet comme celui-ci, il faut tenir compte de cultures différentes. Il y a un réalisateur américain, des acteurs français, des gens du monde entier. Il a fallu qu'on trouve un moyen de communiquer tous ensemble au milieu de cette tour de Babel. Ça a été une pression, cette production. Ça a duré longtemps. On s'est posé beaucoup de questions et on a toujours cru dans ce projet. Et nous voulions protéger le livre. Beaucoup de questions se sont posées, il y a eu beaucoup de tensions, ça fait partie de la création d'un film d'animation. Il a été terminé il y a une semaine, ce film. Faux. Enrique Rubio from the Spanish News Agency, FM. Question d'Espagne pour Marc Osborne. Vous avez dit que votre épouse adore le livre. Que pense-t-elle du film? Elle est fan de mon travail aussi, si je puis dire. Au début du projet, je lui montrais ce que nous avions l'intention de faire. Et avant de recruter les acteurs, on s'amusait à jouer certaines scènes entre nous au fil de l'élaboration de l'histoire. Et ma femme jouait le rôle de la mère, mon fils le petit prince, je faisais l'aviateur, et en fait mon fils se trouve être le petit prince. Et puis on a trouvé quelqu'un provisoirement pour jouer le rôle de la petite fille. Donc mon épouse a participé à ce processus en son début et ensuite elle ne s'en est plus occupée pendant un certain temps. Je ne sais pas si elle est là quelque part dans la salle, mais je crois que le résultat lui plaît. Elle a participé à ce projet et j'aimerais vraiment qu'elle voie le film à la première. Elle croit beaucoup dans ce que nous avons fait. Je ne serai pas ici sans son encouragement, sans son inspiration. Non seulement il y a 25 ans, mais tout au long de ces dernières années. J'étais un petit peu l'homme d'affaires, moi, le père qui n'était jamais là pour. Il avait de travail. Nous n'avons pas encore entendu ce qui est un paradoxe, votre voix. Je sais que la musique originale du film est signée Hans Zimmer, mais c'est votre voix que l'on entend et qui guide justement cette petite fille sur le chemin
de l'ouverture au monde de l'imaginaire. Pouvez-vous nous dire un petit peu, je sais que vous avez déjà évidemment composé des musiques de films, des chansons qui ont été récompensées, mais parlez-nous de votre aventure sur ce film. Oui, Hans Zimmer m'a appelé et tout de suite il m'a expliqué qu'il souhaitait que ma voix soit guide la petite fille et soit comme sa voix intérieure tout au long du film et indique aux spectateurs, sans être illustratif, où est-ce qu'elle en était un peu à l'intérieur. Voilà. Et donc la voix se décline de différentes manières. Au début, c'est juste une voix chuchotée, très très intimiste, et puis il y a la voix existe dans les moments instrumentaux ou d'action sous forme de chœur, et puis elle se développe sous forme de chansons avec des textes à plusieurs moments dans le film. Un moment où c'est le moment où elle rencontre l'aviateur et où elle joue avec lui, donc c'est très joyeux. Et un moment où sa maman la force à retourner au travail, donc ça c'est triste. Comfortably sad song. Triste mais pas trop non plus. Et puis un autre moment où c'est un clin d'œil à la vieille chanson française, puisque l'aviateur l'a conduit dans une très vieille voiture et l'aviateur est français, et donc on entend une vieille chanson française, donc ça c'est un clin d'œil. Voilà, c'est une chanson originale, mais voilà, avec un petit côté années 40, quoi. I'd love to speak to that because je voudrais dire un mot à ce sujet. La contribution de Camille à ce film est considérable. Lorsque je l'ai entendu chanter pour la première fois, j'ai été enthousiasmé. Nous avons parlé à Hans Zimmer de la musique et j'aime beaucoup son travail. Tout ce qu'il fait est particulier et unique. Et il m'a dit qu'il ne voulait pas que ce film ait l'air d'être n'importe quel autre film d'animation. Il fallait qu'il soit particulier. Et il m'a dit que Camille pouvait participer à ce film. J'ai pensé que c'était fantastique. Elle a un talent remarquable. Et d'autre part, ça nous a donné la possibilité d'enrichir le film de tout un esprit français, d'une artiste française, d'apporter une voix. Et j'ai été tout simplement enthousiasmé par ce que j'ai entendu la toute première fois, parce que ça apportait au film une toute autre dimension. Quand on fait un film, on pense à quelques musiques, une musique ou une autre, une musique contemporaine par exemple, qu'on a beaucoup entendue, une musique d'époque aussi. Et j'ai finalement oublié tout ce qu'on avait d'abord pensé, d'abord envisagé grâce à Camille. Pour moi, c'était absolument extraordinaire que votre talent artistique ait élevé de cette façon le film. Bonjour, félicitations pour le film. Congratulations for the movie. A question for the actor. Une question pour les acteurs. Je me demande toujours ce qui est plus facile. Est-ce d'être acteur et d'être vu à l'écran, ou d'avoir simplement sa voix de porter à l'écran? Il y a quelque chose de très libérateur et très agréable dans le fait de ne faire qu'une voix et de ne pas se dévoiler physiquement, je trouve. D'ailleurs, c'est là qu'on se rend compte à quel point on est quand même attaché à l'apparence, même si on essaye vraiment de s'extraire de ça, de la séduction de l'apparence. Et quand on est acteur, j'espère, enfin je crois, enfin surtout comique en tout cas, et surtout quand on est comique. Mais alors vraiment, quand on se débarrasse de l'enveloppe et qu'il reste que la voix, c'est jubilatoire parce que on n'est plus que dans l'intention, puis on doit faire passer. Puis moi, j'aime beaucoup jouer fort. Je sais pas comment vous dire. Enfin, j'aime pas étouffer les émotions. Ce qui fait que la voix permet vraiment et a besoin de ça. Les films où il n'y a que des voix de comédiens, on a vraiment besoin qu'elles expriment tout ce que le corps pourrait faire. Voilà, donc pour moi, c'est jubilatoire. Moi qui aime jouer gros, c'est un bonheur. Et puis surtout, c'est un bonheur d'oublier son enveloppe charnelle parce qu'on n'a peur de rien, on n'a pas peur de grimacer, de sembler ridicule. Et super agréable de se glisser dans la peau d'un personnage, surtout quand ils sont bien écrits, comme ça.
Merci. André, c'était un bonheur aussi, vous qui souvent aussi avez été narrateur, donc la voix pour vous est un instrument précieux, je crois. Oui, oui, mais c'est le même travail que pour incarner un personnage sur une scène ou devant une caméra, mais c'est un défi supplémentaire parce qu'on a le seul élément de la voix et avec la voix, on peut faire s'amuser, en tout cas, à faire passer beaucoup de choses, beaucoup de sentiments, beaucoup de petits détails comme ça, avec pas grand-chose, mais justement, tout est focalisé. Orson Welles disait une chose à propos de la radio qui était pas mal. Il disait la radio a ceci de supérieur au cinéma, c'est qu'à la radio l'écran est plus large. Et c'est vrai que lorsqu'on écoute les voix, on imagine beaucoup de choses et avec une voix on peut faire passer pas mal de sentiments et de nuances. Quelle belle citation d'Orson Welles. Mackenzie, I see you nodding like this. Mackenzie, vous avez l'air d'approuver. Est-ce que vous aussi vous êtes senti plus libre en présentant seulement votre voix? C'est difficile car on ne peut pas nous voir, mais au moins on peut s'habiller comme on veut, on peut aussi enlever ses chaussures si on veut. Si je dois pleurer, je commence à pleurer. Et Monsieur Marc, travailler avec lui a été tellement plaisant. À un moment, il fallait que je crie, que je hurle. Il est venu près de moi et c'était même très amusant qu'il soit là plutôt que d'être tout seul et de parler. Il faut que les acteurs soient le plus actifs possible, qu'ils s'engagent le plus possible pour leur personnage. Au début, on était juste en train de réécrire le script. Et il y a des moments où on se détend, on s'amuse. Mais j'ai été vraiment très, très heureux que tous deux, vous ayez participé à ce projet, car nous avons réussi à rassembler des artistes remarquables en faveur de ce projet pour protéger, pour défendre le roman. Et donc, c'est vraiment remarquable que vous ayez accepté de participer à ce projet pour en faire quelque chose qui va être bien perçu en français, tout en apportant vos propres idées d'artistes à votre personnage pour que le tout soit bien adapté au public français. Je vous en remercie beaucoup. Il y a beaucoup de phrases très célèbres et chaque personne choisit les propres. C'était un choix de ne mettre pas trop dans le script. C'est une question qui s'adresse à Mark Osborne. Oui, le metteur en scène. Oui, oui. Vous voulez en anglais ou vous... Oh, no, I hear. Un des plus grands défis dans ce projet a consisté à trouver le juste équilibre entre une histoire plus vaste et le livre de Saint-Exupéry. L'histoire que nous avons présentée devait être le moteur du film, car le livre lui-même est tellement lyrique et poétique qu'il n'allait pas réussir à trouver pleinement sa place dans un film. Il a fallu trouver le juste équilibre entre les deux aspects. Et dès le début, j'ai compris que je ne pouvais pas mettre tout ce qu'il y a dans le livre, y compris les textes. Et donc, j'y ai mis ce qui m'importait le plus, ce qui comptait le plus pour raconter l'histoire de cette petite fille. Donc, nous sommes inspirés de l'histoire, évidemment, et de nombreuses personnes qui souhaitent protéger le livre ont donné leur idée également, nous ont dit ce qui, à leur avis, était essentiel pour ce livre, dans le texte notamment. Et au final, il nous est apparu important de faire en sorte que tout cadre bien. Et lorsqu'on m'a demandé quel était le pourcentage du livre dans le film, j'ai répondu qu'il y avait juste ce qu'il fallait pour rendre hommage au livre et pour raconter une histoire un peu différente. Nous n'avons pas pris
tout ce qu'il y a dans le livre, mais nous avons pris tout ce qui nous semblait essentiel. Et si vous aimez le livre et que votre citation favorite ne se retrouve pas dans le film, vous comprendrez que ce qu'on trouve du livre dans le film était ce qui était le plus important pour la petite fille. Et si vous n'avez pas lu Le Petit Prince récemment, vous allez peut-être le relire et comprendre que l'essentiel du livre se retrouve dans le film. What is your favorite quote? Quelle est votre citation favorite? L'essentiel est invisible aux yeux. Je faisais mes valises pour emménager à Paris. Ma famille a emménagé à Paris. Nous y sommes restés 2 ans pour ce film. Et en quittant New York pour partir étudier l'animation en Californie, et nous allons être séparés dans notre famille pendant un certain temps à cause de ce déplacement professionnel. Et ma femme, m'a écrit en disant l'essentiel est invisible aux yeux pour m'encourager dans ce que je faisais. Et cette lettre-là a été un véritable encouragement pour que je poursuive ma voie professionnelle. C'était tout simplement extraordinaire. Tout est magique. C'était un processus extraordinaire de ce travail avec Dimitri, Aton et l'ensemble de l'équipe, et respecter également l'ouvrage. J'aurais beaucoup de choses à dire. Non, monsieur. I'm back. Vous parlez d'aspect magique, mais il y a un autre aspect à la magie, un côté plus sombre. Est-ce que vous pensez que vous avez un problème à la Lewis Carroll? C'est-à-dire, vous avez là une jeune fille avec un homme âgé, et la première fois qu'on les voit, il y a ce parachute. Est-ce que vous pensez que certains parents vont être un petit peu perturbés? Je ne crois pas. Il était essentiel pour nous qu'il y ait une relation étroite et humaine qui reflète bien l'esprit du livre entre ces deux personnages. Un aviateur et un petit garçon dans le désert, ça veut dire quoi cela? C'est pas vraiment la façon de voir à la fois le livre et le film. On y a beaucoup réfléchi. On a souhaité que l'aviateur ait une attitude tendre et chaleureuse dans ce film. Et le film reflète le point de vue de cette jeune fille. Et je crois pouvoir dire que tout cela a été parfaitement bien interprété. Et les acteurs qui incarnent l'aviateur et la jeune fille l'ont bien compris. Est-ce que vous pensez que vous faites peur à la jeune fille? Petite fille, parce que c'était ça la question du monsieur. Je n'avais pas du tout envisagé le problème comme ça. Mais bon, ça m'a échappé. Je voudrais refaire. Yeah, to answer your question also in a different way. On peut répondre à votre question différemment. Il y a un certain degré de sincérité. C'est pas qu'on essaie d'être naïf ou de présenter les choses d'une façon sombre. Ce qui compte, c'est le message du cœur qui se trouve dans le livre. Ce que j'aime le plus dans cette adaptation de Marc, je me souviens, la mère lit certains passages. Il y a des passages, quand on est trop jeune, qui sont un petit peu incompréhensibles, difficiles à lire. Moi, je ne voulais pas relire le livre pendant ce projet. Je l'ai relu. Je voulais travailler sur simplement ma mémoire. Je suis français, j'ai grandi également avec ce livre, et nous sommes tous liés à ce livre. Je crois qu'il y a une certaine pureté dans cette relation.
qu'on retrouve bien dans le film. Le monde est devenu trop adulte, entend-on lire dans votre film, ainsi disait Saint-Exupéry. Eh bien, ce soir, grâce à vous, je crois que nous retrouverons notre âme d'enfant et nous rêverons tous comme quand nous avions 6 ans. Merci à vous d'avoir amené ce petit prince ici. Merci à vous tous. Très bonne.